En 2010, Catherine Bigelow devint la première femme de l'histoire à remporter l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisatrice pour Des mineurs. 2 ans plus tard, elle réalise Zero Dark Thirty, retraçant sur 10 ans la traque de Oussama Ben Laden par Maya, une agente de la CIA incarnée par Jessica Chastain. Très attendu car faisant suite à sa victoire historique aux Oscars, le film connut une réception partagée. Certains ont vu dans le combat que mène le personnage de Maya un bel exemple de représentation féministe, mais d'autres voient au contraire dans ce personnage une utilisation de représentation post-féministe à des fins de propagande néoconservatrice pro-guerre et pro-torture. Mais alors, où se situe réellement le film de Catherine Bigelow? Et que représente le personnage de Maya? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Zero Dark Thirty n'est pas le premier film de guerre états-unien à avoir pour personnage principal une femme. Nous en voyons dès les années 1990 avec des films comme G.I. Jane de Ridley Scott. Cependant, à cette époque, ces personnages étaient la plupart du temps représentés comme des anomalies de genre. Et c'est seulement à partir des années 2000 que l'on commence à avoir des personnages féminins dans des films de guerre qui, par leur attitude, vont questionner, mettre au défi et transformer les structures militaires avec leur détermination, leur ambition, leur engagement et leurs compétences. Ainsi, selon la politologue Shirin Esdelami, ce changement de perspective n'est pas anodin, car il survient en même temps qu'un autre événement très important aux États-Unis, les attentats du 11 septembre et le début de ce qu'on a appelé la guerre contre la terreur. Selon Shirin, les rapports de genre ont joué un grand rôle dans la construction idéologique de ce conflit, et il serait ainsi représenté dans la culture populaire des années 2000-2010 comme une opposition binaire entre d'un côté des hommes occidentaux libéraux et progressistes, garants de la liberté sexuelle des femmes, faisant face à des musulmans barbares, prônant un islam répressif et sexiste. Cette représentation repose sur un narratif orientaliste essentialisant, montrant les femmes occidentales libres sexuellement, en opposition aux femmes musulmanes qui auraient besoin d'être libérées. Le film de Bigelow, en remettant en cause la construction genrée de l'héroïsme américain, irait, avec d'autres œuvres sorties à la même époque, à contre-courant de cette guerre de propagande auquel a participé une partie du cinéma états-unien des années 2000, suite notamment à l'intervention de l'administration Bush auprès de certains dirigeants à Hollywood. Je vous conseille d'ailleurs à ce sujet la très bonne vidéo de Monsieur Bobine refaisant sur cette période de l'histoire. Il est également intéressant de signaler que le film de Bigelow s'inscrit dans un mouvement plus large de mise en avant des femmes en tant que personnage principal de films d'action grand public. Par exemple, l'année précédente sortait Hunger Games, et quelques temps plus tard, Divergente ou encore Sicario. Mais ces films, loin de faire l'unanimité, attirent comme celui de Bigelow quelques critiques. Il leur est notamment reproché que malgré la présence d'héroïnes qui agissent contre les règles imposées par leur genre, ils tendent à proposer des représentations individualisantes et dépolitisantes de la puissance et de l'impuissance des femmes, typiques de l'imaginaire post-féministe. Ils seraient donc incapables de thématiser les rapports de genre comme des systèmes d'oppression. Pour certains, Zero Dark Thirty s'inscrirait parfaitement dans cette perspective. Le fait que le personnage de Maya soit une femme ayant un poste important dans un univers habituellement saturé d'hommes fut plutôt bien accueilli, et considéré comme une bonne représentation de l'empouvoirment et de la ténacité des femmes. Cependant, ce film véhiculerait un propos néoconservateur en se servant de son personnage principal pour justifier l'utilisation de la torture par l'armée américaine, et notamment la pratique du waterboarding et le programme de détenus. Pour essayer de comprendre quel rôle joue véritablement le personnage de Maya et quels propos il porte, il est essentiel de s'attarder sur le reste de la filmographie de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow est une réalisatrice américaine qui est principalement connue pour la réalisation de films d'action grand public. Elle est considérée comme une des autrices les plus importantes dans ce domaine, en ayant notamment participé à la déconstruction de l'image du héros hypermasculin avec un film comme Point Break. Elle a également réalisé quelques films au sujet plus intime, mais qui n'ont malheureusement pas rencontré le succès escompté. Depuis Des mineurs en 2010, elle enchaîne les projets plus politiques, avec Zero Dark Thirty en 2012, puis Détroit en 2017. Zero Dark Thirty n'est pas son premier film accusé de porter un propos néoconservateur. Ce fut le cas de Near Dark, son deuxième long métrage qui fut accusé de réutiliser l'imagerie queer et contre-culturelle, afin selon certains, de mettre en avant dans sa scène finale les bienfaits d'un retour à un mode de vie patriarcal et capitaliste. La représentation d'une scène d'agression sexuelle en vue subjective dans Strange Days fut également la source de plusieurs critiques. Mais plus que la réelle pertinence de ces accusations, le plus intéressant se trouve selon moi dans la répétition de celles-ci au cours de la carrière de Catherine Bigelow, et le lien qu'elles peuvent entretenir avec les questions féministes. La source de ces critiques peut se trouver dans l'identité de Bigelow en tant que réalisatrice. Elle a en effet toujours refusé d'être labellisée comme une femme réalisatrice, et déclarait à ce sujet:
Je n'ai pas envie de le passer sous silence, mais il n'y a rien de plus contre-productif que la notion de réalisation spécifiquement genrée. À cause de cette position, il lui a souvent été reproché d'être une réalisatrice anti-femme, et de ne pas faire les films qu'une femme pourrait ou devrait faire à Hollywood. Ces films suscitent ainsi de nombreuses attentes auprès d'un certain public qui ne seraient pas souvent réalisés. Cela viendrait, selon Deborah Jermyn, chercheuse de l'université de Roehampton, d'une méconception de ce qui fait son identité de réalisatrice et de ce qui fait son cinéma. Cette volonté de vouloir imposer une vision féministe préétablie sur ses films est selon moi à l'origine d'une partie des critiques que l'on a pu adresser à Zero Dark Thirty. Comme nous l'avons dit, le personnage de Maya a été accusé de soutenir une vision post-féministe de l'équité homme-femme, c'est-à-dire un personnage qui tend à montrer que les combats féministes sont aujourd'hui désuets. Christa Van Ralt, de l'université de Bournemouth, s'oppose quant à elle à ces critiques, car pour elle, le film montre par plusieurs micro-éléments un certain sexisme institutionnel. Selon Van Ralt, vouloir apposer une lecture féministe, post-féministe ou même misogyne n'est pas le bon angle à adopter pour les films de Bigelow, compte tenu de l'identité qu'elle revendique. Il serait alors plus pertinent de se poser la question, dans quelle mesure ce film est un texte genré? En d'autres termes, comment la sensibilité particulière d'une réalisatrice et la présence d'un héros féminin agissent sur les dynamiques narratives du film. Car même si Bigelow elle-même n'adhère pas au concept de film genré, son film porte, selon Van Ralt, les marques de ce que la théoricienne féministe Nancy Miller appelle la signature d'une femme. Ainsi, le fait que Bigelow s'identifie comme femme et que Maya soit un personnage féminin influence la structure du film et la représentation du personnage de Maya. Cette identité joue notamment énormément lors des scènes où elle se retrouve confrontée à sa hiérarchie. Zero Dark Thirty, dans sa structure, est composé de nombreuses scènes de confrontation. On en compte plus de 15, dont 13 mettant en scène Maya avec au moins un autre homme. Ces moments forts, qui jalonnent la progression du film, peuvent nous éclairer sur la façon dont Bigelow dépeint la hiérarchie et les relations de pouvoir au sein des institutions régaliennes des États-Unis, et ainsi peut-être mettre en avant certaines structures sexistes. Pour tenter de comprendre comment Bigelow aborde ce sujet, nous allons analyser 3 scènes du film. La première d'entre elles se trouve à 1h51. Lors de celle-ci, le chef de la CIA convoque les membres haut placés de l'agence afin de déterminer s'il doit préconiser au président des États-Unis de valider l'opération de Maya visant à assassiner Ben Laden. Les personnages présents dans cette scène sont Maya et 7 hommes, dont 3 qui nous ont déjà été introduits plus tôt, ainsi qu'un de ses collègues, surtout présent dans la première partie du film. Avant de s'attarder sur l'analyse de cette scène, il est pertinent d'aborder un dialogue qui se déroule juste avant celle-ci. Dans celui-ci, 2 supérieurs hiérarchiques, George, incarné par Mark Strong, et un autre, surnommé Wolf, discutent à propos de Maya. Elle toute seule contre le monde entier? Oh oui. Lors de cet échange, Bigelow nous montre que ces 2 personnages sont conscients que peu de gens croient en elle et qu'elle se bat seule face à la bureaucratie des États-Unis. Il faut également souligner que George sera la seule personne à soutenir Maya lors de la scène suivante. Le sens de cette scène est essentiellement porté par le cadrage et le montage. En insérant de nombreux plans de réaction sur Maya, Bigelow nous place ici clairement de son côté. Par exemple, au moment où elle replie les bras en position défensive lorsqu'elle comprend que l'assemblée qu'elle a devant elle ne sera pas de son côté. De plus, son regard guide à 2 reprises le montage, et finalement, le moment où elle prend la parole est appuyé par celui-ci comme un moment de confrontation. En effet, il nous faut 3 coupes pour arriver sur son visage. Dans le premier plan, Maya parle hors champ, le visage de l'homme se tourne pour montrer sa surprise, puis on coupe sur un plan d'ensemble qui montre que la surprise est générale. Et pour finir, nous avons Maya qui parle en gros plan. Ce dernier donne l'occasion de nous arrêter sur les différents cadrages de cette scène. Ceux-ci forment 4 groupes. Le premier est constitué des hommes situés en face de Maya et à la gauche du chef de la CIA. Ceux-ci ont tous une présence dans leur cadre, que ce soit un visage, une épaule, le siège ou le buste du personnage à côté de lui. Le chef de la CIA et Maya sont quant à eux filmés seuls. Cependant, le chef, incarné par James Gandolfini, prend beaucoup de place dans le cadre, compte tenu de sa carrure imposante. Il est également filmé à l'aide d'une focale plus courte, avec le mur relativement proche derrière lui. Maya est quant à elle placée au fond de la salle, avec beaucoup d'espace derrière elle. Elle est filmée de plus loin, avec une focale plus longue, ce qui renforce le sentiment d'isolement. Finalement, nous voyons que George est à l'étroit dans son cadre. Il n'a que peu d'espace et est toujours enfermé, soit par le chef, soit par son voisin. En comparaison de l'homme assis à côté de lui, nous voyons qu'il semble beaucoup moins à l'aise. Il est situé sur le bord du cadre et prend très peu de place. Sur les autres plans, nous pouvons également voir la silhouette du chef de la CIA qui vient l'enfermer, et qui nous rappelle sa présence et la pression qui repose sur George. Nous avons ainsi 4 groupes. Le chef de la CIA, seul mais à l'aise dans son cadre, ce qui montre sa position dominante et de contrôle sur la réunion, les hommes qui sont en groupe, George sous pression,
et finalement Maya qui est isolée. Ce que cette scène nous montre, c'est un environnement largement habité et mené par des hommes qui ont du pouvoir sur une femme. En nous rappelant le dialogue précédent de cette scène, nous pouvons la voir comme une illustration du « Elle toute seule contre le monde entier ». Nous voyons dans cet extrait que Maya est obligée de se mettre elle-même en avant et de pratiquement couper la parole pour pouvoir exister et donner son avis. Elle aurait sinon dû attendre une autorisation que l'on ne lui aurait peut-être pas donnée. Cette scène est selon moi celle qui a le plus clairement un sous-texte féministe dans le film. Bigelow nous montre, par le montage et le cadrage, que l'égalité homme-femme n'est pas encore atteinte dans l'enceinte de la CIA. Elle nous montre également une hiérarchie et des relations de pouvoir genrées, notamment avec le supérieur misogyne, qui estime qu'il n'est pas nécessaire que Maya donne son avis. Et l'avis de Maya, quel est-il ? Nous avons déjà tenu compte de son avis pour donner le nôtre. La position du chef de la CIA est quant à elle beaucoup plus ambiguë. Il semble admiratif du fait que Maya ait su s'imposer, mais pas au point de la mettre au-dessus des autres lors du dialogue qui suit. Qu'est-ce que tu dis de la fille? Je la trouve super brillante. On est tous brillants, Jérémy. On quitte alors la scène en ne sachant pas à quoi s'attendre. Bigelow nous montre donc des relations de pouvoir complexes, où entrent en jeu plusieurs facteurs, comme la carrière personnelle, l'ego, la manipulation, mais également le genre. Il est clair, selon moi, que le fait que Maya soit une femme influence la mise en scène et le déroulement. Ce ne sont que des suppositions. Mais on peut imaginer que si Maya était un personnage masculin, il n'aurait soit pas dû se mettre en avant lui-même, soit il l'aurait fait de façon beaucoup plus éclatante et plus tôt dans la discussion. Ici, le personnage de Maya est beaucoup plus résilient et n'intervient que lorsque des structures genrées se font visibles, les remettant ainsi en cause. Passons maintenant à la deuxième scène, dans laquelle Maya vient demander à Joseph Bradley, son supérieur hiérarchique direct, une équipe pour une opération de surveillance sur une personne qu'elle pense être le coursier de Ben Laden. Cependant, le chef de section ne croit pas en sa piste et ne veut plus dépenser d'argent pour elle. Elle s'énerve et l'accuse d'être guidée par des velléités purement politiciennes sans vouloir vraiment capturer Ben Laden. L'analyse de cette scène va nous permettre d'approfondir ce que nous avons vu lors de la précédente, concernant la nécessité pour Maya de s'imposer par rapport à sa hiérarchie. Contrairement à la première qui était beaucoup plus statique, cette deuxième scène puise sa force dans le mouvement. Comme dans la scène précédente, le montage déséquilibre l'affrontement entre Maya et sa hiérarchie. Elle apparaît en effet plus souvent à l'écran que son chef. Sur la composition des plans, nous avons du côté de Maya une contre-plongée, avec l'épaule et le visage de Joseph qui occupent tout le côté droit de l'image. Il apparaît alors comme imposant, menaçant et supérieur. Maya, quant à elle, occupe le centre gauche de l'écran avec beaucoup d'espace derrière elle. Mais au contraire de la scène précédente, elle n'est pas perdue dans l'arrière-plan. Ce qui marque surtout, c'est son regard. Elle fixe son chef dans les yeux sans jamais s'en détourner, contrastant avec la position de vulnérabilité installée par le cadre. Tout au long de la scène, la colère et la frustration peuvent aisément se lire sur son visage, surtout en comparaison de Joseph, qui tente de rester le plus impassible possible, mais qui au final donne l'avantage l'impression d'être un colosse aux pieds d'argile. La plongée du côté de Joseph et la contre-plongée du côté de Maya appuient la situation de subordination de cette dernière, mais son regard contrebalance cette position d'infériorité. Ainsi, grâce à celui-ci, elle montre qu'elle ne se laisse pas écraser par le poids de la relation hiérarchique, et illustre littéralement par l'image un besoin pour Maya, comme dans l'extrait précédent, de passer outre le protocole et de friser avec l'insubordination pour se faire entendre. Cette situation est renforcée par la scénographie, qui place une salle de réunion derrière Maya. Celle-ci n'est pas clairement établie avant la fin de la scène. Nous savons que le chef de section se dirige quelque part, puis nous entrevoyons une porte à plusieurs reprises dans le contre-champ. Nous avons cependant un autre indice de sa présence. Lors d'un court instant, après qu'il ait haussé le ton, Joseph regarde la salle. Ce simple regard, allié à un plan large lorsqu'il a haussé la voix à un autre moment de la scène, nous indique l'importance qu'a le protocole et les apparences pour Joseph. En revanche, en plaçant Maya dos à la salle et en nous concentrant uniquement sur son visage, Bigelow illustre le fait qu'elle n'y fait pas attention et qu'elle ne porte que peu d'importance à l'embarras qu'elle peut créer chez le chef de station. Cette position nous montre, comme dans la scène précédente, qu'elle doit constamment se battre pour obtenir ce qu'elle veut, et qu'elle a besoin de ce qu'on pourrait appeler un coup d'éclat pour y arriver. Même si dans cette scène, le rapport de genre est moins directement palpable que dans la scène précédente, nous avons quelques éléments qui montrent le combat perpétuel dans lequel Maya doit s'embarquer. Notamment le fait qu'elle doit encore une fois s'imposer et confronter la hiérarchie, parfois au mépris des règles, pour faire entendre son point de vue. Cela passe par la mise en scène, mais également la façon dont elle bouge et se tient. Lorsque Joseph arrive, sa position montre qu'elle est prête à l'affronter. Également, la façon dont elle est habillée, maquillée et cadrée dévoile certaines caractéristiques androgynes du personnage, que Bigelow avait déjà mis en scène dans son film Point Break.
Pour terminer, j'aimerais parler d'une troisième scène qui oppose cette fois George, le supérieur de Maya à la CIA, et Thomas, le conseiller à la Maison Blanche. Il n'existe pas de rapport hiérarchique direct entre eux. Cependant, il existe bel et bien un rapport de pouvoir, étant donné que Thomas fait le lien entre la CIA et le président des États-Unis. Toutefois, comme ils ne font pas partie de la même organisation, leur interaction est plus informelle. Cela se ressent par le langage utilisé et par la mise en scène qui les met sur un niveau plus égalitaire en comparaison à l'opposition entre Maya et Joseph. Le dialogue est ainsi moins frontal et on voit tout de suite que les plans sont beaucoup plus aérés. Par rapport à la scène précédente, nous avons ici une interaction plus intériorisée, car les deux personnages s'affrontent à un niveau rhétorique sur un ton relativement informel. Ce passage représente un bon miroir à l'affrontement entre Maya et Joseph, mais la mise en scène porte ici un propos sensiblement différent, même si nous retrouvons la dynamique d'une personne qui s'en va et se fait rattraper. En premier lieu, ce que nous constatons, c'est une discussion moins portée sur la colère et l'agacement. Cela peut principalement s'expliquer car George est plus haut placé dans la hiérarchie, mais également par la relation à l'intérieur des deux couples de personnages, soit George Thomas et Maya Joseph, qui n'est pas de la même nature. Il est cependant difficile de déterminer si la mise en scène qui met sur un pied d'égalité George et Thomas est due à leur position hiérarchique ou à leur identité de genre. Ce que nous pouvons cependant voir, et qui différencie largement cette scène de celle entre Maya et Joseph, c'est une compétition très masculine entre les deux protagonistes. Chacun cherche à avoir le bon mot, ou en tout cas à impressionner l'autre par sa rhétorique. Cette dimension est accentuée par la structure de la scène en 3 temps. Un point pour Thomas, puis un point pour George, et finalement, Thomas gagne l'affrontement. C'est quelque chose que l'on ne retrouve pas dans les 2 autres scènes avec Maya. Lorsqu'elle se confronte avec Joseph, il n'y a pas cette impression de jeu, ou de gagnant et perdant à la fin de la discussion. Certes, Maya cherche avant tout à faire entendre son avis pour obtenir ce dont elle a besoin, et arriver au bout de son objectif, mais il n'y a pas cette sensation d'assister à ce que l'on appelle familièrement un combat de coq. Finalement, cette scène dans le scénario sert principalement à renforcer la position d'allié du personnage de George par rapport à Maya. Survenant quasiment juste avant la scène de la réunion, elle montre que lui aussi fait face à des obstacles lorsqu'il veut avancer le projet de Maya. Cependant, le fait que George n'ait pas besoin d'affronter directement Thomas pour obtenir ce qu'il veut, montre qu'il existe une différence importante dans la représentation des rapports hiérarchiques entre George et Maya. Ici, même si la discussion est animée, aucun des deux ne semble franchir de barrière, et l'affrontement semble rester dans les limites de ce qui est permis. A l'inverse, lors de la scène précédente, Joseph montrait par son comportement que Maya outrepassait certaines règles protocolaires. Catherine Bigelow nous montre donc une relation déséquilibrée entre Maya et sa hiérarchie. Elle a en effet constamment besoin de s'imposer pour faire entendre son point de vue et ses intuitions, la forçant parfois à contourner certaines règles hiérarchiques. A l'inverse, nous avons vu dans la scène de la réunion et de la confrontation entre George et Thomas que ce n'est pas forcément le cas pour les hommes. Maya remet ainsi en cause le fonctionnement hiérarchique de la CIA par son ambition et sa ténacité. Le sujet du film se prête à ce genre de questionnement des structures, car Maya est à la recherche d'un fantôme. Pour le trouver, elle doit prendre des risques et ses supérieurs doivent croire en elle et en ses intuitions, ce qui n'est pas toujours le cas dans Zero Dark Thirty. Bigelow nous montre qu'il est plus compliqué d'être un agent de la CIA en étant une femme, notamment lors de la scène de la réunion, où finalement tout le monde expose ses intuitions, sans que l'on demande son avis à celle qui connaît le mieux le sujet. Pour certaines critiques, Zero Dark Thirty niait les structures sexistes en place à la CIA, mais cette analyse a pu permettre, comme le disait Van Halt, de mettre en lumière une certaine représentation du sexisme institutionnel. Le fait que le sous-texte féministe soit plus discret peut s'expliquer par l'identité d'autrice de Bigelow. De la même façon qu'elle ne s'identifie pas comme une female director, Maya n'est pas une femme agente de la CIA. Cette impression est renforcée par des aspects que nous n'avons pas traités ici, comme la sexualisation du personnage, l'absence de romance et un traitement androgyne de la représentation de Maya. Cependant, nous voyons que l'identité de femme de Bigelow et de Maya influence bel et bien la mise en scène et le déroulement des confrontations. La position d'outsider de Maya fait qu'elle doit constamment faire ses preuves dans un milieu saturé d'hommes, ne la laissant pas forcément faire. En m'attardant plus profondément sur l'analyse des relations de pouvoir dans Zero Dark Thirty, j'ai eu le sentiment qu'il était peut-être un film beaucoup plus personnel pour Catherine Bigelow qu'il n'y paraît. Certains éléments me poussent à le penser, comme le fait qu'il soit son premier film après sa victoire historique aux Oscars, ainsi que certains parallèles que l'on peut faire entre sa position à Hollywood et celle de Maya au sein de la CIA. On pourrait même dire que le fait que certaines personnes espéraient voir en Maya un personnage ouvertement féministe fait écho aux mêmes attentes envers Bigelow et ses films. Finalement, malgré les aspects que nous avons pu mettre en avant ici, nous ne résolvons pas la question concernant la violence étatique, sa représentation dans Zero Dark Thirty et l'utilisation du personnage de Maya pour la justifier.
Il sera intéressant d'aborder les scènes mettant en scène de la violence sous le même angle que lors de cette analyse, en se référant notamment aux autres films de Bigelow traitant de la guerre, comme Des Mineurs et K-19. They, like all of us, are kind of victims of a situation they didn't create, they're not responsible for. And I think what's kind of palpable in the material, certainly in the screenplay, is this idea of the price of heroism. You know, what the costs they pay, and finally at the end of the day, I think the war is, this particular conflict, or any war, is measured in loss of life and homes broken, and not necessarily in congressional papers or the geopolitical policy that's as a result of this particular conflict or invasion or occupation.